Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'être là aujourd'hui pour cette deuxième journée du SIDO et de la Lyon Cyber Expo, événement bien évidemment très important. Alors certains ont peut-être dû braver les grèves pour venir. Il y a l'une de nos intervenantes qui justement est restée à Paris parce qu'elle doit garder ses enfants pour ne rien vous cacher. Donc raison pour laquelle Patricia Mouy sera avec nous à distance, mais tout va fonctionner, voilà, la voilà. Bonjour donc à toutes et à tous, je me présente très rapidement. Je suis Emmanuel Dutheil, je suis le directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. On fait partie du même groupe avec le SIDO, donc c'est pour ça que j'ai le plaisir d'être là aujourd'hui pour animer cette plénière consacrée à un enjeu central pour nos économies, nos entreprises. Certains disent aussi parfois pour nos démocraties. Alors c'est quoi cet enjeu? C'est l'autonomie et la souveraineté en cybersécurité européenne. Bon, je ne vais pas vous apprendre qu'il paraît qu'il y a un petit contexte de tension géopolitique, que ce soit la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, que ce soit les conflits armés, puis la multiplication, bien évidemment, d'attaques d'ampleur mondiale, que ce soit auprès des opérateurs publics ou auprès des entreprises. Tout cela pose une question finalement assez simple. L'Europe peut-elle inventer au milieu de tout ça son propre modèle? Alors, on a des atouts et que l'on va détailler dans un instant, que ce soit les technologies, que ce soit l'écosystème. Alors certains diraient le cadre réglementaire, avantage ou inconvénient, mais ça, on y reviendra. Des financements, même si là aussi, parfois, c'est le nerf de la guerre qui bloque un peu. Il suffit de voir ce qui s'est passé dans l'intelligence artificielle entre ASML et Mistral. Pour ne pas partir côté américain, il a fallu faire cet investissement, mais il reste beaucoup à faire pour transformer ces atouts en champions européens capables de passer à l'échelle. Alors pour en parler, on est aujourd'hui avec Alain Bouillet, qui est le délégué général du CESIN, qui est juste à ma gauche, avec Franz Régul, qui est le directeur aujourd'hui de la cybersécurité de BPI France, et avec Jean-Noël de Galzin, qui est le président d'Exatrust, mais également de Walix. Et donc à distance, Patricia Mouy, qui est avec nous, qui est responsable des activités cyber au CEA. Liste, merci à vous quatre d'être avec nous aujourd'hui. Patricia, vous nous entendez bien? Tout va bien? Très bien, très Bon, bien. et on vous entend, donc c'est parfait. Je vais commencer avec Alain Bouillet. Vous êtes en contact avec les RSI des grandes entreprises tout le temps du côté du CESIN. Pour ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est le CESIN, est-ce que d'un mot, vous pouvez nous rappeler ce qui se cache derrière cet acronyme? Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors le CESIN, Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, en sous-titre le Club des RSSI français. Donc on a souhaité, en effet, en 2012, j'ai créé ce club avec quelques camarades. On a souhaité rassembler les RSSI sous une même bannière pour discuter de nos problèmes de RSSI, qu'ils soient grands, petits ou moyens. Et aujourd'hui, on en est à 1200 membres. De toute taille d'entreprise ou quand même sur représentation des très gros? Du coup, au début, en effet, on était plutôt entre SBF 120 et CAC 40. Maintenant, avec 800 entités que représentent les 1200 membres, on a évidemment toute taille d'entreprise, de l'ETI, en passant par la PME et bien évidemment les grandes entreprises. Quel est aujourd'hui le principal sujet de préoccupation en matière de cybersécurité quand vous échangez avec vos membres? Alors le principal, c'est peut-être une question compliquée parce qu'il y en a plein des sujets. Allez, deux, trois, on peut être généreux. Ouais, soyons généreux. Non, je dirais que, bon, évidemment, il y a les questions de réglementation, les DORA, NIS 2 et autres CRA qui tombent sur la tête de pas mal de gens. Bon, ça, je dirais que la réglementation, c'est pas non plus, c'est pas non plus un Everest, surtout pour les grands groupes. Il y a, en termes de cyberattaques, évidemment, on a vu cet été des attaques d'un nouveau genre. Avec de la récupération d'identifiants mots de passe. Quand on voit des attaques où il y a des centaines, des dizaines de millions d'identifiants mots de passe dans la nature, c'est clair qu'à un moment donné, ça va servir à quelqu'un. Et là, on a vu en fait des attaques d'ingénierie sociale d'un autre genre qui était assez intéressant. Et puis, je dirais le sujet de fond, et qu'on retrouve d'ailleurs dans les réglementations NIS 2 et DORA, c'est la gestion des tiers, la gestion des fournisseurs, parce que deux tiers, et encore je dois être modeste, des cyberattaques désormais passent par les fournisseurs. On a arrêté d'attaquer les grosses boîtes en direct, parce que
elles savent se défendre et c'est trop compliqué. Les murs sont parfois trop compliqués à franchir. Et du coup, maintenant, on passe en effet par les fournisseurs qui protègent par définition, pardon s'il y en a dans la salle, mais qui par définition protègent moins bien les données qu'on leur confie que le client à l'origine. Donc, voilà, grosso modo, les trois sujets du moment. Si jamais vous voulez intervenir, vous attendez la fin. Il y aura un temps d'échange qui vous permettra de poser éventuellement vos questions et de réagir. Franz Régul, j'en viens à vous. Je vous ai présenté comme en charge de la cybersécurité de BPI France, mais il faut que j'ajoute quand même que grâce à vous, on a eu des médailles d'or au JO, puisque vous étiez également en charge de la cybersécurité lors de cet événement majeur. Et quand on s'est parlé, vous m'avez dit que compliqué d'imaginer tout ce que vous avez pu vivre à ce moment-là. Comment jugez-vous aujourd'hui la maturité cyber des entreprises françaises et notamment peut-être des plus petites qui sont quand même souvent un petit peu le maillon faible de cette histoire ? Alors, Alain l'a évoqué, effectivement. Alors, j'aime pas le terme maillon faible, en tout cas, on a un vrai enjeu. Que ce soit au sein de BPI France, où on a une activité d'accompagnement de nos clients et où on se préoccupe de leur maturité cyber, que ce soit au sein des Jeux Olympiques, où on a travaillé avec énormément d'acteurs, de sous-traitants, de type TPE et PME, et où on avait un véritable enjeu de protection de notre chaîne d'approvisionnement, ou auparavant encore au sein du groupe Société Générale, où j'avais participé à une initiative, on constate qu'on a un niveau de maturité qui est extrêmement hétérogène. On a quelques champions chez les TPE et PME qui sont exemplaires, en particulier dans des domaines d'activité critiques, lorsqu'ils travaillent adossés à des grands groupes, à des grandes organisations. Mais la médiane, la moyenne sont plutôt plus faibles, avec une préoccupation qui va croissante, parce que d'une part, comme l'a rappelé Alain, les attaques de type chaîne d'approvisionnement prennent de plus en plus souvent pour cible ces acteurs, mais aussi parce que d'autre part, il y a au moins une vertu pour les cyberattaquants, c'est qu'elle améliore leur retour sur investissement et elle leur permet de frapper des cibles de plus en plus petites. Donc il y a un vrai enjeu et il est pas facile à craquer, hein. Il y a quelques personnes qui travaillent dessus à plein temps. On a au moins 3 grandes problématiques à mon avis. On a un premier challenge qui est la sensibilisation du grand public en général, tous en tant que citoyens. Alors, les gens qui sont dans cette assemblée, je pense, ont une petite maturité cyber quand même, s'ils ont au moins fait l'effort de venir. En revanche, on voit bien qu'au niveau de la sensibilisation des jeunes générations, des différentes activités économiques et administratives, on n'y est pas. Aujourd'hui, la sensibilité cyber n'a rien à voir avec la sensibilité, mettons, sur les problématiques de sécurité routière, par exemple. Pourtant, quotidiennement, on utilise tous les autoroutes de l'information, mais la plupart d'entre nous continuent en quelque sorte à faire du vélo sur l'autoroute de l'information. Ce qui est une bonne image. Voilà. Là, on a vu qu'en termes de sécurité routière, le mois d'août a été catastrophique. Donc parfois, là aussi, il y a du relâchement. Non, mais ça n'est pas une destination, n'est-ce pas? C'est un voyage, la sensibilisation. On a un deuxième enjeu ensuite autour de la sensibilisation spécifiquement de ces acteurs. Donc on voit bien que le sujet est à la mode depuis quelques années, il revient régulièrement, il est très 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 sensible actuellement, mais on a un enjeu à toucher les dirigeants d'entreprise, les créateurs d'entreprise, pour qu'ils comprennent les enjeux autour de la cybersécurité. Du fait de l'actualité, ils comprennent souvent bien les enjeux financiers, les enjeux d'image qu'il peut y avoir à être victime d'une cyberattaque. Moi, j'ai le sentiment qu'ils comprennent souvent moins les enjeux opérationnels qui peuvent être liés à l'interruption de leur activité, voire à la mise en cause de leur existence même, et puis les enjeux de propriété intellectuelle sur des secteurs critiques comme la cybersécurité, comme la défense. Et le côté du coup un peu irréversible. Oui, tout à fait. Là, ce qui m'y fait penser, c'est la propriété intellectuelle. Exactement. Si on la perd, un brevet, c'est perdu à jamais, quoi. En tout cas, une technologie secrète, c'est perdu à jamais. Si le savoir-faire est perdu, s'il est dérobé par un acteur étatique étranger, il est perdu pour toujours pour l'entrepreneur en question. Et donc potentiellement, c'est son entreprise, son travail, les familles qu'il fait vivre qui sont privées de ressources. Et puis il y a un troisième aspect qui est celui sur lequel on grille beaucoup d'énergie collectivement, qui est d'essayer de proposer des solutions de cybersécurité, alors au sens large, des services et des produits qui soient adaptés à ces TPE et PME, là où pendant des années on a surtout développé pour les grands groupes. Donc on voit bien qu'on a quelques très bonnes technologies aujourd'hui, on commence à voir émerger des produits qui sont non plus purement des adaptations des produits que nous consommons, nous grands groupes, mais des produits spécialisés. En revanche, personne à ma connaissance, ou alors très localement, n'a réussi à craquer le vrai problème qui est comment commercialiser ces produits, comment démarcher
les chefs d'entreprise et comment leur proposer à des tarifs attractifs les produits dont ils ont vraiment besoin. C'est peut-être le dernier point qui est le plus important. C'est pour ça que j'ai gardé pour la fin. On va passer à Patricia. Je vois que certains sont debout. Sachez qu'il reste quelques places là de ce côté. Donc n'hésitez pas à passer avant que je pose ma question. Vous avez des places là. J'en vois une petite dizaine de ce côté-là. Vous en avez 2-3 là. Vous serez quand même plus à l'aise. On va vous laisser le temps de vous installer tranquillement. Hop, il y en a une là au premier rang qui est la pire place. Et puis après, vous en avez 2-3 derrière. Voilà, tout le monde est bien installé. Patricia, j'en viens à vous. Merci à nouveau d'être avec nous à distance. Je rappelle que vous êtes donc en charge des activités de cybersécurité au CEA List. Alors pour un acteur public, stratégique et capital comme peut-être le CA, qu'est-ce que ça signifie concrètement, la souveraineté cyber européenne et est-ce qu'une forme d'indépendance ou une autonomie stratégique avec des partenariats choisis, ce serait cela finalement notre forme de souveraineté? Alors, merci de la question. Donc, effectivement, je vais déjà commencer par poser quelques concepts parce qu'on parle beaucoup ces termes sont beaucoup utilisés et parfois peut-être sans être posés au préalable. Donc, quand on va parler évidemment de souveraineté cyber, on ne va pas parler d'autarcie technologique, c'est important. Ça, ce serait complètement irréaliste et économiquement contre-productif. Quand on parle de souveraineté cyber, l'idée, c'est de désigner en gros la capacité d'un État ou d'un ensemble d'États comme l'Europe à exercer un contrôle effectif sur son infrastructure numérique, ses données, ses systèmes critiques, ses technos et ses normes, réglementations évidemment. Ça va comprendre la protection des infra critiques, le contrôle des données, la capacité d'élaborer évidemment tout ce qui est normes et régulations, propre et évidemment indépendamment de pression extérieure, et aussi l'indépendance dans la prise de décision stratégique, en particulier dans le cas d'une crise cyber. Donc il faut faire attention, la souveraineté, ça va être la capacité à décider librement sans contrainte extérieure, excessive en tout cas, et l'autonomie stratégique, ça va être la capacité à agir de manière indépendante, mais dans un environnement qui va être interconnecté, donc aussi avec des partenaires qui vont être choisis et maîtrisés. Du coup, l'approche européenne va plutôt effectivement se diriger vers une autonomie stratégique ouverte. L'idée, ça va être de développer des capacités qui leur sont propres, qui lui sont propres. Typiquement, on va parler du cloud européen, les aspects cybersécurité, semi-conducteurs, pour ne citer que ces exemples. De réduire évidemment tout ce qui va être dépendance critique, notamment vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Je pense que ces deux acteurs vont revenir régulièrement dans cette table ronde et favoriser aussi les partenariats, évidemment, mais avec des pays qui vont partager les mêmes valeurs que nous. Et donc l'idée, du coup, c'est de promouvoir une gouvernance du cyberespace qui va être multilatérale, avec évidemment des partenariats choisis sur des pays qui correspondent aux valeurs de l'Europe. Eh bien, parfait. J'en passe à vous, Jean-Noël de Galzin. Je rappelle que vous êtes à la tête de Walix. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait constituer un modèle européen original en matière de cybersécurité, différent à la fois, comme l'explicitait là très bien Patricia Mouy, différent des États-Unis et de la Chine? Bonjour à tous. Alors, collez bien le micro à votre bouche. Oui, je vais essayer. Donc, bonjour à tous, je disais, pour le moment. Donc, en fait, je pense que le modèle européen, en fait, il est assez aisé à différencier des autres modèles. En tous les cas, nous, on considère d'abord, Exatrust, c'est un groupement qui regroupe des entreprises de la cybersécurité, du cloud, qui font des digital workplaces, des solutions numériques de confiance et qui se sont rassemblés ensemble. On est un peu plus de 150 membres. Ça va de grandes sociétés comme Idemia, DocaPost, OVH Cloud, jusqu'à des startups, des PME, des ETI qui sont dans ces différents domaines. Et le principe de base, c'est l'union fait la force. Et en fait, on essaye d'incarner ce que c'est que justement le modèle de la tech européenne, avec ce qu'on appellerait une forme de souveraineté européenne. Je partage un certain nombre de définitions qui ont été données d'ailleurs juste avant. Et je pense que ce qui nous différencie déjà pour commencer, c'est que nous croyons justement à l'indépendance et à la liberté des données. Les données sont des données personnelles, non personnelles, et elles appartiennent pas à ceux qui vous donnent un service. Elles nous appartiennent.
Et donc la première chose, je crois, qui nous différencie du modèle chinois ou du modèle américain, c'est que les données nous appartiennent, nos données nous appartiennent. C'est en fait, nous sommes des êtres libres et indépendants. C'est la France des Lumières, c'est l'Europe des Lumières, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est tout ça qui est différent et que nous devons appliquer dans le numérique avec un principe simple, c'est que la donnée appartient à la personne ou la machine qui le produit. Mais parfois, on les transfère à des acteurs et américains et chinois. Donc oui, moment, oui, mais c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord avec ce modèle. Lumières, parfois, on était un peu la lumière d'un coup d'un seul, non? C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord avec ce modèle. Donc le premier, c'est la protection des données personnelles et non personnelles. Après, il y a un deuxième élément qui va être très important dans l'approche numérique européenne, ça va être la résilience. On est au bord on est en train de mettre en place ce que Thierry Breton appelait un bouclier cyber européen, avec une réglementation NIS 2 et DORA, qui sont des réglementations qui vont impliquer que, pour le moment, 150 000 organisations dans toute l'Europe, jugées essentielles ou importantes dans notre vie quotidienne, vont devoir s'équiper de telle manière à atteindre un certain standard de sécurité pour garantir la sécurité d'accès à ces services essentiels à tous. Donc ça aussi, c'est une chose qui est un peu différente, qui nous différencie. Je pense que pour compléter la définition qui a été donnée tout à l'heure sur la souveraineté, mais j'y reviendrai plus tard, c'est aussi que quand on parle de souveraineté, il faut avoir une forme de souveraineté économique. Or aujourd'hui, j'en reparlerai plus tard, je pense que le modèle numérique dans lequel on est, non seulement il nous rend dépendants sur le plan technologique et technique, mais ensuite il nous rend dépendants sur le plan économique. Et ça, c'est plus grave. Justement, tiens, sur cette question de dépendance, Alain Bouillet, est-ce qu'on peut réellement parler de souveraineté cyber, hein, comme on a pu la poser les bases, quand, comme le rappelle par exemple Jean-Noël, mais également Patricia, la plupart des outils utilisés en Europe, ils sont malgré tout américains et pour certains à la marge chinois? Oui, c'est justement pourquoi il ne faut pas baisser les bras. Et je pense qu'en effet, contrairement aux DSI qui se sont, je parle des directeurs systèmes d'information, qui se sont fait enfermer depuis à peu près 20 ans dans des solutions numériques plutôt américaines en majorité. Et on voit bien maintenant le résultat. C'est-à-dire que on pratique les prix que l'on veut. Une fois que les gens sont complètement enfermés, on ne peut plus... quelqu'un qui essaye aujourd'hui de sortir de... Je discutais avec quelqu'un qui veut sortir de VMware parce qu'il en a marre de payer des factures absolument astronomiques. C'est 9 mois de boulot. Donc, en cyber, on n'en est pas là. D'abord, il y a un marché très intéressant, en France bien sûr, mais en Europe, où on voit beaucoup d'entreprises qui n'ont pas à rougir par rapport aux solutions étrangères. Ensuite, ce marché couvre, je dirais, pratiquement tout le spectre. Et il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, les RSSI, on nous a souvent accusés d'être d'affreux dépenseurs de budget, d'acheter des solutions en pagaille. Ma grand-mère disait autant de trous, autant de chevilles, mais c'est un peu ça. On achetait une solution pour régler un problème. Alors c'est vrai qu'il y a moyen d'architecturer tout ça, de rationaliser tout ça. Il y a un peu de travail en la matière, mais, et le mais est important, c'est qu'on est agile. C'est-à-dire que demain, je discutais avec un fabricant d'EDR français qui a le vent en poupe en ce moment et qui me disait qu'il avait remporté récemment un marché contre un grand américain parce qu'il était performant, bien sûr, mais aussi parce que les prix étaient tout à fait intéressants pour lui et les économies potentielles. Donc ça veut dire qu'on est dans la cyber... Donc la bataille du prix n'est pas perdue, quoi. La bataille du prix n'est pas perdue. Il ne faut pas non plus considérer que parce que c'est français, c'est mieux. Il faut que ce soit aussi performant, bien sûr. Mais du coup, ce phénomène d'agilité que moi je défends depuis toujours, évidemment, il va à l'encontre des grands acteurs. Aujourd'hui, Microsoft, pour ne pas les nommer,
ils ne rêvent que d'une chose, c'est de vous refourguer, en plus de tout ce qu'ils vous ont déjà refourgué, les suites bureautiques, le cloud, etc. Ils ne rêvent que d'une chose, c'est de vous refourguer leur EDR, c'est de vous refourguer... Ils y arrivent pas trop mal en plus. Mais bien sûr, en plus, et leur gestion d'identité, etc. Et là, quand vous avez toute cette panoplie-là, c'est terminé, vous ne pouvez plus vous en sortir. Donc c'est ce qu'on appelle la plateformisation dans notre jargon. Alors, bien sûr qu'il faut plateformiser les grands sujets d'IAM, par exemple, dans les entreprises. Il faut pas 50 solutions pour traiter le problème. Mais plateformiser au sens où je mets tous mes œufs dans le même... Mes œufs, pardon, pas mes yeux. Mes œufs dans le même panier, je pense qu'il faut pas se laisser avoir comme nos DSI se sont fait avoir depuis 15 ans. Franz Régul, j'en arrive à vous. Quel regard vous portez sur cette notion, vous aussi, de souveraineté cyber? Je crois que vous avez une vision, quand on a préparé cette table ronde, vous avez dit, je vais être un peu plus nuancé. Oui, tout à fait. Alors, je vois que j'ai d'anciens collègues des JO qui sont dans la salle, donc ils savent que moi, la souveraineté numérique, historiquement, ça me donnait des cheveux blancs. Les deux concepts de souveraineté numérique et d'autonomie stratégique, ils sont effectivement complémentaires, mais la souveraineté numérique, la souveraineté cyber est un sujet quand même très politique et géopolitique. Donc, il nous concerne moins au quotidien. Il faut bien se rappeler que cette souveraineté, elle n'a pas de définition juridique. Aujourd'hui, dans un appel d'offres, je ne peux pas mentionner la souveraineté cyber comme étant un critère de choix. Et pire encore, au niveau culturel et politique européen, on n'est pas d'accord sur ce qu'on doit mettre dans cette souveraineté. On a une vision... Ils y avaient réfléchi quand même au niveau européen, là, dans ce qu'ils appellent le bazooka européen. Il y a des dans réflexions. les appels d'offres, logiquement, maintenant, on n'a pas très bien compris si on avait vraiment le droit, mais on devrait réussir à avoir le droit de pouvoir mettre une priorité européenne. Alors, on commence à y réfléchir, mais les notions que l'on peut avoir sur la capitalisation de ces structures, leur relation avec les grands groupes étatiques, ce sont des problématiques qui varient culturellement d'un pays à l'autre de l'Union. Et donc aujourd'hui, on n'est pas tous d'accord sur ce que signifie cette souveraineté. On a vu il y a quelques mois des pépites françaises être rachetées par des acteurs européens qui ont eux-mêmes été rachetées plus tard par des acteurs américains. Donc, une. Oui, mais c'est déjà une de trop. C'est BPI France. Donc, on a effectivement des enjeux là-dessus. Et donc, c'est vrai que on a moins, nous, directeurs RSSI, moins de poids sur ces enjeux de souveraineté numérique. Moi, dans la préparation des jeux, ils m'ont effectivement empoisonné la vie parce que je me suis retrouvé entre le marteau de la souveraineté numérique et l'enclume de la date de livraison qui ne pouvait pas bouger. Et c'est extrêmement inconfortable. En revanche, l'autonomie stratégique, je trouve qu'elle nous parle beaucoup plus. Parce mais vous y êtes arrivé pour les JO, malgré oui, tout à fait, tout à fait, mais ça m'a coûté quelques années d'espérance de vie quand même. L'autonomie stratégique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible au niveau de nos organisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est extrêmement concret. Alain l'a évoqué avec l'affaire Broadcom. L'autonomie stratégique, ce n'est pas nécessairement remplacer toute ma stack technologique par des solutions gauloises. C'est me poser des questions sur quels sont aujourd'hui mes risques en lien avec ces technologies et où sont ces technologies, où sont-elles localisées, quelles sont les dépendances entre elles et comment puis-je envisager de renouveler toute ou partie d'entre elles à échéance. Et ça, moi, c'est un langage qui me parle. Ça, je peux travailler avec mon équipe à inventorier notre dépendance technologique, à identifier des stratégies de sortie. Donc, on prend. Je note exactement ce que vient de dire. Vous échangerez vos cartes à la fin. Je pense que ça, c'est important c'est un très bon message de la part d'un RSSI, d'une entité importante comme ça. Je pense que ça, c'est un message qui montre qu'on avance quand même, dans le concret. Vous avez marqué un point. Planifier le changement. Voilà, donc effectivement, il y a cette réflexion stratégique en termes d'autonomie. Parce qu'aujourd'hui, l'autonomie, c'est également une autonomie économique. Et le cas Broadcom, il est emblématique. Aujourd'hui, un acteur étatique, il n'est pas nécessairement intéressé par le vol de données de toutes nos organisations. Moi, je représente BPI France. J'ai une petite idée sur le genre d'exposition que je peux avoir vis-à-vis des acteurs étatiques. Ce n'est pas vrai partout. En revanche, partout où c'est vrai, il faut être capable de se poser la question. Et de manière générale, moi, je n'ai pas envie de vivre... Alors nous, on a de la chance, on n'est pas trop client de VMware, mais c'est un scénario que je souhaite à personne. Et c'est un scénario auquel, malheureusement, aujourd'hui, il faut se préparer.
Ouais. Patricia, j'en viens à vous. L'Europe, vous le voyez mieux que personne, Océaliste est riche en technologies très matures, mais on a, vous me disiez là aussi quand on a préparé cette table ronde, on souffre d'un tissu fragmenté de petits acteurs. Comment justement on arrive à créer une sorte de lien pour structurer ce paysage? Ah oui, tout à fait. Comme on discutait un petit peu avant, on a côté Europe des technologies avancées, notamment dans le domaine de la cybersécurité, mais on a une fragmentation systémique qui va être à la fois au niveau géographique. Du coup, on a effectivement des innovations technologiques qui vont être concentrées dans certains pays, typiquement la France, l'Allemagne et les pays nordiques, mais on ne va pas avoir d'action commune. On a une fragmentation aussi réglementaire. On a une multiplicité des régimes nationaux dans les réglementations de façon générale, que ce soit autour de la protection de la donnée, l'évaluation de la sécurité, etc. Alors évidemment, on tend vers une harmonisation, mais il reste ces réglementations. C'est-à-dire que toutes les lois qui ont été passées, le DMA et tout ce genre de choses, on a encore des grosses différences nationales. Mais ouais, et ça, alors on essaye de mettre en application, mais comment dire, l'instanciation dans chaque pays est complexe et prend un temps différent et c'est à différentes vitesses. Et les interprétations peuvent aussi varier, donc c'est assez compliqué. Évidemment, on a l'Europe qui essaye de chapeauter le tout, mais on a quand même les habitudes nationales et cet attrait vers l'harmonisation qui a quelques différences. Donc ça reste encore compliqué. On a évidemment aussi une fragmentation industrielle. On a un très grand nombre de petites entreprises spécialisées, mais elles sont souvent non connectées entre elles et on manque surtout d'acteurs, intégrateurs qui vont être capables d'agréger toutes ces briques à l'échelle européenne. Et on a aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, une fragmentation aussi des financements. On a accès aux fonds à des fonds qui est inégal. Alors, il y a différents fonds disponibles nationaux, européens, etc. Mais du coup, c'est compliqué. C'est compliqué aussi pour les petites entreprises. Et on a également, de façon générale, une faiblesse du capital européen comparé, pour ne pas le citer, aux États-Unis. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Donc là, ce qu'on essaye de faire, effectivement, pour réduire cette fragmentation, donc ce qui est mis en place par les institutions européennes, c'est de créer des écosystèmes technologiques interconnectés. Donc, on va avoir des clusters européens qui vont être créés autour de filières stratégiques. Donc, on peut parler, par exemple, des pôles européens d'innovation numérique, ou EDIH en particulier, où on va mettre en réseau des acteurs publics et privés. On essaye, c'est exactement ce dont on parlait avec les NIS, les DORA, les CRA, etc., de simplifier, d'harmoniser un maximum le cadre réglementaire au niveau de l'Europe, mais c'est un travail qui est en cours et qui n'est pas terminé et qui reste compliqué. On essaye aussi de favoriser l'agrégation des différentes capacités. L'idée, c'est d'encourager cette compétition entre les différents concurrents européens pour atteindre justement une masse critique qui soit en mesure de répondre face justement aux GAFAM. Et on essaye aussi en parallèle de créer des plateformes technologiques communes avec des plateformes ouvertes. Donc, par exemple, on peut parler de Gaia X autour du cloud européen, autour de la donnée, où on essaye de faciliter l'interopérabilité entre technologies européennes, tout en gardant les concepts de l'Europe. Donc, on a parlé des valeurs de l'Europe comme centrales, vraiment au cœur de ces actions. Quand vous dites on manque d'intégrateurs, ça pour faire très simple, il manque un Microsoft, un Google, un truc comme ça. C'est ça que vous voulez dire quand vous dites il manque d'intégrateurs. Ce ne sont pas des intégrateurs, Microsoft, Google. Non, mais je pense qu'on veut dire quelqu'un qui est capable de faire à peu près toute la chaîne de valeur. Voilà. Et de ramener et d'acheter des startups. Enfin, si ma mémoire est bonne, Alain vient de dire que Alain disait que c'est pas ce qu'il faut faire. Et alors, chacun a le droit d'avoir son avis. Ah ouais. Donc, donnez-nous le vôtre alors, parce que vous plaidez-vous pour un Buy European Act. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Justement, on en parlait d'un mot avec France. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Alors, d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce qui... D'abord, sur les intégrateurs, etc., c'est pas exact. Il y a plein d'intégrateurs. Il y a aussi de plus en plus de collaboration entre les acteurs. Enfin, moi, je représente encore une fois un Gardez bien le micro là, parce que un groupement où il y en a 160 entreprises. On est capable de travailler ensemble sur différents projets.
de combiner nos technologies. On travaille justement avec des intégrateurs qui sont des intégrateurs de taille moyenne ou des gros intégrateurs qui vont, eux, assembler nos briques pour les mettre en place chez les clients. Donc, ça existe. On peut déployer des réseaux industriels, on peut déployer des réseaux de capteurs et les sécuriser. On peut aujourd'hui déployer des chaînes de valeur entières avec des solutions numériques européennes et françaises. Parce qu'en cybersécurité, les pépites françaises sont très avancées par rapport à l'ensemble des pays européens sur un certain nombre de domaines. Ensuite, oui, moi, je rejoins aussi ce qui a été dit sur la fragmentation. Alors ça, c'est vrai, notamment la fragmentation des sociétés. C'est-à-dire que quand on commence à avoir un champion dans un domaine, par exemple en France, eh ben, vous allez... Bon, alors, ça y est, on commence à voir BPI qui s'aligne, l'État, un certain nombre de gens qui s'alignent, les clients, au Cézanne ou ailleurs. Et puis, d'un seul coup, on voit arriver dans une région française, on a décidé de faire un champion régional. On va lui donner des subventions, on l'envoie dans le monde entier gratuitement, etc. etc. Moi, je ne suis pas contre, hein, mais c'est sûr que nous, moi, je suis à la tête d'un champion, j'essaye de bâtir un champion européen d'origine française dans la cyber, des identités et des accès. Mon job, c'est d'aller dans le monde entier pour essayer de le vendre. Quand je suis obligé de me retourner derrière dans mon propre pays, parce qu'en fait, on balance de l'argent public pour aller aider des sociétés, je ne sais pas combien de temps elles existeront. Je pense qu'il y a un problème d'éparpillement. C'est une petite critique pour vous. Hein. Non, ce n'est pas pour BPI. Ensuite, oui, je plaide pour un Buy European Act parce que je crois qu'aujourd'hui, d'abord, je pense que je ne prêche plus dans le désert, c'est-à-dire que nous sommes nombreux et dans plusieurs pays à appeler un Buy European Act. Je pense qu'il y a urgence. On a une hyper-dépendance. Il y a une étude qui est sortie cette année. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Non, mais bien entendu, ça n'est jamais trop tard. Les entreprises qui sont aujourd'hui les leaders du marché dans un certain nombre de domaines, notamment dans la cybersécurité, n'existaient pas il y a 30 ans. Donc non, ça n'est pas trop tard. Si on pense que tout se fait en quelques années, on a tendance à minimiser ce qu'on peut faire en 10 ans et à maximiser ou à être très optimiste sur ce qu'on peut faire en 1 an ou 2 ans. Donc il faut se donner le temps. Et se donner le temps, c'est donner le temps à nos industriels émergents, nos pépites, de rencontrer les clients, de les convaincre, de construire des projets ensemble dans le temps et de se développer. Parce qu'en fait, nous si on prend ce qu'on disait à un moment sur le nucléaire, avec l'équipe de France du nucléaire, officiellement on partait comme ça, même si on avait finalement que des attaquants qui jouaient contre leur camp. Mais bon, ça c'est une autre question. Est-ce que c'est ça qu'il faut un peu créer? C'est tout à fait ça qu'il faut créer. C'est-à-dire, on a des défis. Alors, par exemple, on a le défi écologique, on a le défi de la protection des collectivités locales, on a le défi de la résilience, on a le défi de l'industrie 4.0, de la transformation de l'industrie, on a le défi de l'intelligence artificielle. Tout ça, ce sont des défis. Et ces défis, ils sont dans les différents métiers des différentes entreprises ou dans les États. Eh bien, il faut que nous travaillions ensemble sur ces défis. Et oui, il ne faut pas avoir peur d'un European Buy Act, parce que tous les grands pays dans les domaines de la technologie ou de l'industrie le pratiquent. Et c'est comme ça qu'ils deviennent leaders. Et donc, on le fait parce qu'on veut donner une chance aux petites entreprises qui portent l'innovation d'avoir accès au marché et de grandir, non pas seules. Il ne s'agit pas de dire on prend une partie de la commande et on va la réserver uniquement aux petits pour les petits entre eux. Il s'agit de faire en sorte que les gros intégrateurs, dont on parlait à l'instant, se disent « Mais tiens, moi, si je veux adresser 100% du marché, comme je sais qu'il y a 30% du European Buy Act qui concerne les petits, eh bien, je vais travailler avec les petits pour passer à l'échelle. » Et c'est un système, une mécanique vertueuse, une mécanique économique, un modèle économique que l'on doit changer. C'est ça l'idée du European Buy Act. Donc ce n'est pas une contrainte pour la contrainte, c'est une contrainte pour créer un mécanisme vertueux de marché. Je vois qu'il y en a encore qui sont debout. Si vous voulez, il reste quelques places. Hein. Il y en a tout en haut à gauche. Vous pouvez passer devant nous, ne vous inquiétez pas, vous serez plus à l'aise. Et vous pourrez poser vos questions plus facilement à la fin. Il y a 3 places là. Et de ce que je crois voir, il y a au moins 3 places en haut. Donc n'hésitez pas à vous installer
et à vous mettre à l'aise. On va poursuivre le temps que tout le monde est en train de s'installer. Peut-être avec vous, Alain Bouillet, est-ce que selon vous, au regard là, de tout ce qu'on regarde et de tout ce qu'on est en train de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, de ce que vous connaissez des 1200 membres que vous avez, est-ce que l'Europe, la France est prête à résister à une cyberattaque de grande ampleur? Je pense là, pas aux petits, où on a vu qu'il y avait quelques fêlures, mais notamment sur tout ce qui peut être nos infrastructures critiques et ce genre de choses. Alors, si on est puriste, si on parle vraiment de cyberattaque de grande ampleur, je vous demande de faire un petit flashback de 7 ou 8 ans en arrière, 2017. À l'époque, la une des journaux, c'était TF1, Renault, Bouygues, Saint-Gobain, des petites PME. Qui étaient complètement bloqués à la suite d'une cyberattaque. Et Saint-Gobain qui avait même dû faire un profit warning, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire d'un groupe du CAC 40 pour une cyberattaque. Exactement. Et ça, je le disais en introduction, c'est terminé parce qu'effectivement, toutes ces boîtes-là et toutes les autres se sont dotées des meilleurs spécialistes, des meilleures solutions. Et ils ont maintenant à peu près tous un niveau de cybersécurité plus ou moins irréprochable. Ce qu'on voit par contre, effectivement, je l'ai dit, c'est que on a vu aussi des Malakoff, des Free, des opérateurs, etc., des grands opérateurs se faire voler des données par dizaines de millions. On parle de 43 millions ici, 33 millions là, etc. Donc ça, en effet, ça n'arrête pas l'entreprise. Mais ça en met un sacré coup quand même dans la réputation. Et beaucoup d'acteurs publics. Et je pense aux hôpitaux. Voilà. Là, ça ne s'arrête pas. Régulièrement, un hôpital est à l'arrêt à cause d'une cyberattaque. Alors, je parle des grands, moi. Bien sûr, oui. Voilà, je parle des grands. Effectivement, les hôpitaux, c'est une autre histoire. Mais là, on est dans un retard qui commence à se combler en termes de cybersécurité. Je dirais que les hôpitaux sont à peu près dans l'état de la sécurité des grandes entreprises il y a 20 ans, quoi. Et donc il y a un retard à combler, on le voit bien. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'en effet, si on prend l'acception cyberattaque de grande ampleur, la réponse pour moi est non. Oui, plutôt, on arrivera à résister. Oui, Pardon, on résiste. Si je reprends la question à l'endroit, on arrivera à résister. Par contre, on a en effet, comme on dit dans notre jargon, des single point of failure qui n'ont rien à voir avec de la cybersécurité. Je pense à Internet, je pense à la fourniture de services par les Américains, si on ne veut pas les nommer. Et là, on sait, mais on en reparlera tout à l'heure, que les choses peuvent être un tout petit peu perturbées sur de simples injonctions politiques. Donc là, on n'est plus dans la question de la cyberattaque. Je pense que, honnêtement, moi je le vois bien parmi nos membres, et on voit bien la qualité des RSSI qui occupent les postes de ces grands groupes aujourd'hui. J'ai un grand acteur du luxe. J'ai servi, moi, de mentor à ce jeune RSSI. Là, il vient de changer. Il laisse un héritage. Il a 150 personnes. Il a démarré quasiment de zéro il y a 7 ou 8 ans. Donc, les boîtes ont progressé sans aucun doute. Frantz, on en vient à vous. Patricia l'expliquait il y a un instant, mais aussi du point de vue que vous avez du côté de chez BPI. Bien évidemment qu'on a plein de startups, Jean-Noël le disait également, mais on a quand même finalement assez peu de TI de taille critique encore aujourd'hui, en tout cas de TI capables de rivaliser à l'échelle mondiale. On commence à en avoir qui sont bien implantés en France, mais qu'est-ce qui bloque selon vous justement pour ce passage à l'échelle? Patricia a plusieurs fois mis le doigt sur le fait qu'on n'a pas de thunes, mais est-ce que ça suffit? Alors, déjà, effectivement, l'enjeu des ETI, c'est pas juste de la fierté nationale ou européenne. C'est que, il est vrai que pour nous, clients finaux, c'est beaucoup plus rassurant d'avoir affaire à des acteurs qui ont une vraie solidité financière, qui ne sont pas dépendants de nos activités et qui ont la capacité de se projeter pour intégrer leurs produits verticalement, pour nous offrir des suites de services, de solutions plus élaborées. Et clairement, aujourd'hui, par rapport à des concurrents, on est en retard. Alors, j'ai beaucoup paraphrasé, je pense, Jean-Noël, qui en parlait la semaine dernière à l'université d'Exatrust, et également Patricia. Mais je vais déjà
essayer de regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs. Si on regarde aux États-Unis, une entreprise qui fait de la cybersécurité aujourd'hui aux États-Unis, elle va bénéficier d'un marché de capitaux extrêmement dynamique, avec énormément d'agents économiques prêts à l'accompagner. Elle va bénéficier d'un marché domestique extrêmement confortable de près de 300 millions de consommateurs. Oui, mais ça, nous, on a 450 millions. Alors j'y viens. Et elle va bénéficier d'un marché captif avec les administrations US et les industries de la défense, qui est également extrêmement confortable. Si on regarde ce qui se fait en Chine, alors là, on est dans un marché complètement différent où, évidemment, ces acteurs de la cybersécurité sont lourdement subventionnés. Donc, alors, ils sont peu actifs en Europe, mais ils sont très, très développés. Si on regarde également le cas d'Israël, qui est un petit peu une anomalie dans ce marché de la cybersécurité, les acteurs israéliens sont également très lourdement subventionnés aujourd'hui. Ils bénéficient d'un système qui est spécifiquement câblé pour les faire émerger. Ils bénéficient aussi de marchés de capitaux internationaux extrêmement dynamiques. Et bénéficient de données de l'armée encore plus Tout à fait, oui. Quand je parle de subventions, c'est très indirect, effectivement. Alors pour ceux qui sont le moins familiers, en effet, en Israël, les entrepreneurs sont généralement formés par l'armée. À l'issue de leur service militaire, ils ont le droit de partir avec leur propriété intellectuelle et leur code source. C'est un peu leurs universités à eux, finalement. Voilà. Ils bénéficient de financements publics extrêmement avantageux qui leur permettent de se lancer et de se retrouver en cas d'échec sans avoir la nécessité de rembourser la totalité de leurs dettes. Donc il y a tout un tas de mécanismes qui sont destinés à faire émerger des champions, et ça marche. Ces modèles, ils ne sont pas nécessairement transcriptibles en France et en Europe, mais on voit quand même que le marché des capitaux, c'est un enjeu. Alors BPI France y travaille, on part de loin, on essaie de faire notre part, mais on a un véritable enjeu sur cette question du marché des capitaux. Quand on dit que vous y travaillez et qu'on part de loin, c'est qu'il y a quelques années, c'était de loin pas la priorité principale de BPI France de financer ce genre de projet. C'était un point sur lequel on manquait de maturité et en effet, ce n'était pas dans nos priorités. Le fait est qu'il y a beaucoup de missions à l'instant T. Et en ce moment, quelques petits problèmes, quoi. Et notamment, et ce n'en était pas une. Ensuite, on a un deuxième axe de travail qui est clairement ce marché domestique. C'est exactement ce que disait Patricia. C'est qu'aujourd'hui, même se lancer à l'assaut de l'Europe pour une entreprise française, c'est compliqué. Il y a des variations dans l'implémentation de la législation européenne. Il y a des positions très distinctes les unes des autres en matière de souveraineté, on y revient, et en matière de préférence européenne. Il y a des difficultés en termes d'implantation commerciale. Pardon de la question peut-être bêtement naïve que je vais poser, mais est-ce qu'un Slovène va considérer qu'une solution française, elle est sûre parce que européenne, ou un Hongrois, ou un Tchèque? C'est exactement ça. Quand je parle de distinction sur ces notions de souveraineté, c'est exactement ça. C'est qu'on n'a pas nécessairement ces attachements. On n'évolue pas en isolement de tout ce qui se passe sur la planète. Aujourd'hui, depuis 50 ans, on se pose la question de la défense européenne. La cybersécurité, ça n'est jamais qu'une extension de ces problématiques de défense. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que ça fait 50 ans qu'on court après une défense européenne et qu'on n'y arrive pas. La bonne, c'est qu'en matière de cyber, on peut espérer être un petit peu plus agile et obtenir de meilleurs résultats plus vite. En tout cas, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a du mal à se caler pour un opérateur français, mais également pour un opérateur slovène qui voudrait se projeter en Europe, au niveau du continent. En même temps. Mais les Estoniens, par exemple, en ont quelques-uns qui sont pas mal. Alors même que notre marché domestique européen est le premier au monde. Et puis, il faut quand même l'admettre, nous, clients finaux, avons aussi un rôle à jouer. Il faut qu'on change de logiciel mental et qu'on accepte de travailler avec ces entreprises. On évoquait tout à l'heure l'autonomie stratégique, il faut qu'on commence à se poser la question dans nos processus de sourcing, dans nos processus d'achat, de quel est le risque associé à cette autonomie stratégique. Quand vous dites il faut qu'on commence, vous commencez ou vous allez commencer à y réfléchir? Non, on commence. Par les temps qui courent, avec l'affaire Broadcom, il devient difficile d'en faire abstraction. Évidemment, c'est plus... baby step. C'est facile de commencer par des technologies, par des blocs fonctionnels qui sont indépendants de notre système d'information. Moi, je suis en train de renouveler ma solution de sensibilisation cyber. C'est facile. C'est un système qui est peu intégré dans mon système d'information. Mon fournisseur sera impérativement un fournisseur européen. Changer un EDR, changer un SOC, c'est plus lourd. Ça va demander plus de temps. Mais c'est aussi beaucoup plus exposé. Et donc, le moment venu, à la fin du cycle actuel, moi, j'invite tous mes collègues à sérieusement se poser la question. Ce n'est pas vrai pour tous, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on doit tous se la poser, cette question. Je voulais en venir à Jean-Noël là-dessus avant d'arriver à Patricia. On va ouvrir le débat un peu plus avec Patricia. Mais vous, sur cette question aussi du déploiement des ETI, parce que c'est un peu votre fer de lance, vous essayez de faire ça tout le temps. Quel est votre point de vue par rapport à ce que vient de dire Frantz, Jean-Noël?
Je suis content d'entendre parler ainsi, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est le combat de l'industrie de cyber et de l'industrie de la tech en France et en Europe. On va dire en Europe, et la France est excellente en Europe. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, en fait, en réalité. Il faut voir les choses de manière européenne, à la taille de l'Europe, et il faut avoir confiance en nous, parce qu'en France, on est d'excellents innovateurs et d'excellents producteurs de technologies dans la cyber, le cloud, le quantique et l'IA. On a un très bon exemple en ce moment. On voit que quand on donne des moyens, quand on met au pinacle, quand on lève des fonds de manière gigantesque, même parfois inconsidérée, c'est ce que considèrent certains en tous les cas. Avec Mistral, avec l'exemple Mistral, on voit que ça peut aller très vite en Europe aussi. On est capable de confier. J'ai vu. Après, on n'a pas 50 acteurs comme ASML capables de mettre 1,3 milliard pour soutenir Mistral. C'est bien le seul qu'ils ont trouvé. Hein. Bah d'accord, mais peut-être. Vous savez, il faut déjà commencer quelque part avant d'envisager d'être partout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crois que. C'est un peu comme pour la taxe Zuckman, quoi. Mistral, c'est toujours l'exemple qu'on met, parce que c'est le seul qu'on a à citer, quoi. Mais voilà, et ben voilà, je crois que vous avez très bien résumé les choses. C'est le seul qu'on a à citer. Voilà. Alors, je pense qu'on le fait de manière peut-être même excessive sur Mistral, parce qu'on s'en veut de ne pas l'avoir fait avant ou de ne pas l'avoir fait avec d'autres. Donc moi, ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, il y a dans un certain nombre de sujets plusieurs ETI, pré-ETI, qui commencent effectivement à émerger sur le marché et qui donnent des moyens de reprendre de l'autonomie. Et donc, je pense que les occasions qui se présentent devant nous, que ce soit à travers la création d'une défense qui sera aussi cyberdéfense européenne, à travers les grands défis dont on parlait tout à l'heure, et notamment le défi de la résilience, c'est le moment de reprendre des points de souveraineté et de se dire, et d'envisager, d'investir, de travailler ensemble, donc les industriels, les pré-ETI, ETI, avec les utilisateurs, les clients finaux, pour bâtir des success stories en France, en Europe. Alors justement, on va ouvrir un peu le débat avec vous, Patricia. Le CEA, bien évidemment, un travail au-delà de toutes ces missions sur l'IA, le quantique, la microélectronique. Est-ce que vous voyez des innovations de rupture capables justement de renforcer cette cybersécurité européenne? Parce que vous l'avez très bien dit tous les quatre, ça vient aussi de notre capacité à rester au minimum dans la moyenne mondiale de la norme technologique. Tout à fait. Le CEA a en particulier, comme d'autres organismes de recherche, mais a une double compétence. Un pied dans la recherche fondamentale, donc pour faire évoluer l'état de l'art d'un point de vue global, mais aussi un pied dans le déploiement technologique, vers le transfert technologique. Et donc, on est bien positionné pour générer des innovations de rupture à transférer à nos industriels. Donc, effectivement, les sujets sur lesquels on a des innovations, c'est tout ce qui est autour de l'informatique quantique et post-quantique. Donc, on a actuellement des développements de processeurs quantiques européens avec le programme Quantum Plan France 2030. On disait qu'on n'a pas d'argent, mais on est quand même financé. Hein. Je préfère préciser. On participe évidemment aussi aux travaux sur la crypto post-quantique et en particulier en France, on est parmi les leaders sur le sujet. On va avoir également des collaborations, évidemment, avec les industriels. Par exemple, pour citer un des champions français, donc Pascal, autour du post-quantique. Côté intelligence artificielle, donc évidemment, on a déjà parlé des US, mais nous, on va vraiment se placer sur le développement de l'IA embarquée sécurisée. On parlait des valeurs tout à l'heure de l'Europe, donc on va parler de contrôle de consommation énergétique, des aspects robustesse qui vont être centraux. On va beaucoup travailler aussi sur les aspects de certification et de validation de ces algorithmes d'IA et de sécurité de ces modèles. Et donc, on va œuvrer, nous, à des IA qui vont être explicables, auditables, sécurisées. Et ces aspects vont être essentiels dans les systèmes critiques. Et on a du coup une grosse contribution sur les aspects IA de confiance européenne qui vont être du coup en ligne avec l'EA Height en particulier. Sur les aspects microélectroniques sécurisés, pareil, on participe évidemment au CHIPS Act via des projets de souveraineté sur la microélectronique. Donc l'idée, évidemment, c'est de se
décoller, si je peux dire ça, de la dépendance aux puces américaines et asiatiques et de sécuriser un maximum le hardware européen. On parlait de souveraineté, donc là on est sur un prérequis sur une cybersécurité souveraine sur ces aspects-là. Donc on va travailler sur les circuits sécurisés, donc tout ce qui est cryptoprocesseurs, les secure enclaves, les puffs, etc. Mais aussi sur les aspects de résistance aux attaques physiques, les aspects side channel, fault, injection de faute. Et donc là, on va avoir aussi une grosse compétence autour de l'évaluation de la sécurité, de la certification. On a un gros lead aussi là-dessus sur les aspects fournir des hauts niveaux de garantie sur nos systèmes, sur l'évaluation de la sécurité de nos systèmes. Un gros lead autour de tout ce qui est méthode formelle, utilisation des mathématiques pour avoir justement la preuve de ces bonnes propriétés de sécurité. Et tout ça fait que justement, on avance vers une innovation qui peut être en rupture au niveau Europe. On travaille aussi évidemment sur la souveraineté technologique et tout ce qui est transfert industriel avec tous les transferts vers l'industrie, que ce soit via des spin-offs, des partenariats industriels, mais évidemment des participations actives aux alliances européennes stratégiques. Alain Bouillet. Autour du quantique. Ouais. Non, pardon, c'est bon. Non, mais finissez sur le quantique, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. C'était autour du quantique, du cloud, des chips, de l'IA. On a déjà cité ces sujets. C'est vraiment là où on a des grosses actions et vraiment des promesses à venir très intéressantes et à suivre de très près. Ouais. Et en effet, tout ça pourra permettre de renforcer notre souveraineté européenne. Alain Bouillet, peut-être intéressons-nous quand même un moment au cadre réglementaire européen, parce que tout ce que vous en êtes, vous l'avez un tout petit peu esquissé. Donc, bon, on ne va pas citer toutes les réglementations, mais rien que Nice 2 va quand même changer notamment la vie des PME de façon extrêmement importante en Europe. Est-ce que ce cadre réglementaire européen, il peut vraiment structurer un marché plus souverain, ou de votre point de vue et de ce qui vous remonte de vos membres, ça ajoute du bordel au bordel, pour le dire comme ça? Alors non, du bordel au bordel, certainement pas. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que quand on fait des lois, et il y a un ancien député dans la salle qui ne pourra pas me contredire, quand on fait des lois, c'est parce qu'il y a un truc qui a mal marché avant. Si tout marchait bien, on ne ferait pas de loi, on ne ferait pas de règlement. Alors si on les faisait que pour ça, on aurait de la chance. Hein. Alors, j'arrive à Nice 2. Nice 2, pourquoi on a fait Nice 2 ? Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, des hôpitaux qui s'arrêtent, des collectivités locales qui sont paralysées pendant des mois. Pourquoi ? Parce que, en effet, on a fait le choix dans un hôpital d'acheter plutôt le dernier scanner plutôt que d'investir 10% du prix du scanner dans une solution cyber. Dans la collectivité locale, plutôt que de réparer le toit du gymnase, effectivement, on a fait l'économie de la cyber. Du coup, Nice 2 va obliger toutes ces entités-là à penser un peu cyber, et un peu. Hein, c'est pas le toit du gymnase et le budget cyber. Enfin, j'habite dans une commune de 20 000 habitants, c'est abyssal la différence qu'il peut y avoir. Donc, pour moi, Nice 2, c'est une excellente nouvelle parce qu'on va embarquer, bon an, mal an, 16 000 entités de ce que j'en ai compris. Donc, vous enlevez les grandes entreprises, vous enlevez les ETI, vous enlevez, bref, il en reste à peu près 15 000. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a 15 000 entités, collectivités, hôpitaux, PME, etc., qui vont pouvoir enfin progresser en matière de cyber. Alors après, le diable se cache dans les détails, il faut trouver les gens, il faut trouver... Mais les moyens, on peut toujours les trouver parce que c'est une question, encore une fois, d'arbitrage. Quand un patron d'entreprise aujourd'hui peut aller en prison parce qu'il ne s'occupe pas correctement de la sécurité de ses salariés, c'est ancré dans les mœurs depuis plusieurs siècles même, il faut que quand le patrimoine informationnel, quand le système d'information est vital pour la PME, il faudrait presque il y a la même obligation pour les patrons. On n'en est pas encore là, mais Nice 2, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la question, est-ce que Nice 2 va être finalement permettre un shift vers des solutions plus souveraines ? On peut l'espérer, mais ce n'est pas pour ça que ça a été fait. On n'a pas écrit Nice 2 pour qu'on achète davantage de solutions européennes. Mais ça peut être un moment pour toutes les entreprises dont citait Jean-Noël pour se présenter. Voilà, c'est là où il faut être malin, et Jean-Noël l'est. C'est là où il faut être malin, c'est qu'en effet,
entre le sujet américain, alors exacerbé par Donald Trump, mais la politique américaine, on est en train de la découvrir là, mais elle date de plusieurs décennies. Enfin, c'est la volonté de rendre l'Europe vassale des États-Unis d'un point de vue numérique, c'est pas Trump qui l'a inventé. Il a simplement, par ses outrances, mis au grand jour finalement une politique qui existe depuis des décennies. Donc, ça nous a fait prendre conscience effectivement qu'il fallait peut-être faire quelque chose. Et la réglementation rajoute une couche à tout ça. Et en effet, c'est le moment de sortir un petit peu la tête de l'eau et de dire qu'en France et en Europe, il y a des solutions qui existent. Et je pense qu'il y a aussi une question de mindset. Enfin, j'ai dit du mal tout à l'heure des DSI en disant qu'ils achetaient toutes les mêmes solutions au même moment et qu'ils signaient les contrats avec les mêmes. Je pense qu'on est un peu pareil dans la cyber. Quand on nous dit, voilà, faut s'équiper de telle ou telle solution, bon, on va chercher le Gartner, on regarde ce qu'il y a en haut à droite, et puis on se dit, au moins, on ne se fera pas virer sur le choix de la solution qu'on a prise. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut oser, il faut avoir un petit peu de courage, et je pense que les RSSI n'en manquent pas, pour justement se dire, je vais prendre une solution qui n'est peut-être pas la super performante Follow the Sun, disponible aux quatre coins du monde, mais au moins je vais donner la chance au produit. Franz Régul, vous parliez tout à l'heure d'un mot des clients pour qui du coup c'est important, mais on voit aussi de plus en plus de chaînes de valeur. Je pense par exemple au secteur de la défense où les grands noms obligent tous les sous-traitants à avoir finalement une cybersécurité au même niveau que le plus exigeant du grand donneur d'ordre. Est-ce que ça aussi, alors ça entre un peu en lien avec Nice 2, mais pas que, c'est parce que le grand acteur de la défense, il a bien compris qu'en ce moment, il y avait quelques petits problèmes potentiels. Est-ce que ça, c'est pas aussi en train de jouer dans tout l'écosystème, au même titre que ça a pu jouer il y a quelques années sur les normes environnementales ou ce genre de choses ? Alors oui, bien sûr. Je pense que s'il y avait une solution unique, une silver bullet à ces problématiques d'autonomie stratégique, il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui l'auraient trouvé depuis un moment. Donc la conclusion logique, c'est qu'il y a plusieurs leviers d'action qu'il faut activer simultanément. Généralement, on peut nous accuser grand compte d'une certaine frilosité, Alain a raison, sur ces technologies. C'est toujours plus simple de prendre la meilleure brique du Gartner, qui généralement est anglo-saxonne, par nature, c'est intrinsèque, le Gartner est biaisé sur les solutions anglo-saxonnes, que de risquer de prendre une solution européenne. Ça ne va pas changer tout de suite, ne serait-ce que parce que moi j'ai une stack cyber d'une 50aine de composants, c'est tout à fait standard. Si j'en change 4 par an, il va me falloir plus de 10 ans, rien que pour pouvoir renouveler. Et pendant ce temps-là, je ne fais rien d'autre. Mais typiquement, quand vous accompagnez aussi financièrement des entreprises, est-ce qu'aujourd'hui, il y a le pack cyber aussi de BPI, les gens en disant, voilà, pour nous, voilà ce qu'on pense être la bonne pratique, je vais vous accompagner aussi, une sorte de, je sais pas moi, de cahier des charges, du minimum vital requis. Alors, c'est un axe sur lequel on travaille. Effectivement, en tant qu'utilisateur final, on commence à changer notre façon de penser. Comme le disait Alain, on sort aussi du raisonnement du best of breed. Pendant très longtemps, il fallait qu'on ait les meilleures briques cyber en tout. C'était une très mauvaise habitude, c'était de se dire je suis la cyber, j'ai du budget, je vais m'offrir ce qui se fait de mieux. En réalité, on s'aperçoit bien souvent qu'on a besoin d'un outil qui marche. On n'a pas besoin nécessairement du meilleur d'entre eux. Et que si on se dit que je n'ai pas nécessairement besoin du meilleur outil, que j'ai besoin d'un outil fonctionnel, ça ouvre des perspectives beaucoup plus larges en termes de pricing, en termes de sourcing, en termes de souveraineté. On a un rôle à jouer en effet en tant que locomotive de l'écosystème. Travailler avec nos fournisseurs, en effet, aujourd'hui on est exposé à un risque sur la chaîne d'approvisionnement qui est important. Mon équipe passe une partie importante de son temps à travailler avec nos sous-traitants, avec nos fournisseurs pour les aider à grandir. Là aussi, ça demande du temps. C'est pas évident, et la préoccupation de souveraineté, d'autonomie, elle doit rentrer dans ces processus d'accompagnement de nos sous-traitants. On voit bien que l'aéronautique, la défense ont fait des efforts considérables. Nous, à notre échelle, dans la préparation des Jeux, on a transformé une industrie qui parlait même pas cybersécurité. On a commencé à mettre les Jeux Olympiques, ça a été aussi l'espèce de crash test grandeur nature qui peut faire grandir aussi tout l'écosystème entrepreneurial, parce que vous avez eu à peu près
tout ce qu'on peut avoir en un temps record. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est généralement considéré comme une partie de notre héritage. Puisqu'on est dans la région Rhône-Alpes, on peut aussi espérer que dans la perspective de 2030, il va y avoir... Il y a des JO, paraît-il, en 2030 ici. Il va y avoir aussi... On n'a pas de loi pour les préparer en ce moment, mais il paraît que ça arrivera, ça aussi. On va effectivement sans doute voir un bel élan dans la région et au niveau de certains acteurs nationaux sur ces sujets-là. Donc, il y a un effort d'écosystème à mener sur ces problématiques pour accompagner les petits acteurs en tant que clients, en tant que coach. Quand on est le cas de BPI France, effectivement, nous, on fournit à certains de nos clients des services. On commercialise avec des acteurs locaux un diagnostic cyber qui a un franc succès, qui les aide à se positionner. Et moi, j'aimerais qu'on aille plus loin en les aidant non seulement à évaluer leur maturité, mais à s'orienter vers des solutions pertinentes. C'est quelque chose qu'on aimerait faire. Comme je le disais, c'est pas trivial, ça va demander du temps. Et puis, il y a d'autres leviers. Clairement, pour moi, on ne fera pas l'économie d'une volonté politique forte. À un moment donné, au niveau européen, il faudra bien qu'un certain nombre d'acteurs étatiques, d'acteurs de la défense, de secteurs critiques, de l'énergie, de l'aéronautique, privilégient des acteurs, des sous-traitants souverains. Ça va être inévitable. Il faut qu'on surfe sur l'actualité actuelle. Enfin, oui, il faut qu'on surfe sur l'actualité. Ancienne, l'actualité. Voilà. Il faut qu'on surfe sur cette actualité en profitant aujourd'hui, malgré les problèmes de temporalité. Vous pensez que là aussi, c'est intéressant ce que vous dites. Vous pensez que nous, médias par exemple, on devrait en faire encore plus sur chaque cas important qui arrive, parce que c'est de l'éducation à une sorte de cas d'usage, quoi. Alors, ça serait supposé que vous avez vocation à manipuler l'opinion publique, ce que je ne pense pas. Non, à l'informer. Mais non, il est certain qu'il ne faut pas se voiler la face. Il est certain qu'aujourd'hui, à la lumière des relations qu'il y a avec les États-Unis, des relations avec les éditeurs prédateurs, il faut qu'on repense notre processus de sourcing, on l'a déjà évoqué, et il faut qu'on se préoccupe de ces aspects-là. Et puis, il faut aussi qu'on sorte de cette zone de confort, comme l'évoquait Alain. Il faut qu'on prenne le risque de temps en temps d'être des early adopters, d'accompagner des structures. Moi, quand Lionel Chen, le DSI de BPI France, m'a recruté, il m'a dit comment se fait-il qu'on ait assez confiance dans des champions français pour leur investir chez eux, pour littéralement leur confier notre argent, et pas suffisamment confiance pour utiliser leurs solutions. Il y a une anomalie. Donc, démerde-toi avec ça, Franz. Mais il y a un truc sur lequel il faut qu'on bosse. Mais c'est effectivement un bon point. On va en venir d'ici quelques secondes à vos questions. Donc, comme toujours, la première est la plus compliquée. Donc, le plus courageux ou la plus courageuse se prépare. Mais avant, Jean-Noël, et puis on finira une partie de ce tour de table avec Patricia. Vous vouliez réagir à cela ? Non, d'abord, parce que j'avais une question. Oui, oui, je sais. Non, mais juste en 2 mots par rapport à ce que vous disiez sur le rôle des journalistes. Moi, j'ai toujours dit que les journalistes ont un rôle essentiel dans la cyber, sur le rôle du lanceur d'alerte, en quelque sorte, et justement sur un sujet qui est parfois sous-estimé, faire en sorte qu'il soit pris en considération au plus haut des organisations, chez les décideurs. Et c'est la même chose sur la notion de souveraineté numérique, dans laquelle, aujourd'hui, certes, il manque une définition. Donc je pense qu'il y a un sujet à venir qui est de mieux définir ce que c'est que la souveraineté numérique et peut-être trouver une souveraineté numérique européenne, de la décliner en critères d'achat. Comment fait-on pour décliner la souveraineté numérique en critères d'achat pour permettre aux entreprises de privilégier naturellement leurs entreprises européennes, parce que c'est du bon sens de se sécuriser avec des gens qui sont à côté de soi. Enfin, on sait à qui on a affaire, il y a de la confiance, il y a de la réactivité, il y a plein de choses positives en fait en réalité. La technologie, c'est pas autant suspend ton vol et puis on va faire confiance à quelqu'un à l'autre bout du monde et quand on a un problème, on ne sait plus quoi faire. Donc ça, c'est un point qui est très important. Le bon sens, finalement, c'est un bon critère pour faire une stratégie de cybersécurité. Voilà. Après, nous, chez Exatrust, on a fait, pour le coup, on s'est servi du nombre pour mettre en place, financer ensemble un certain nombre d'outils qu'on met à disposition des RSSI, qu'on met à disposition des utilisateurs qui veulent essayer des solutions, qui veulent faire un diagnostic sur l'état de leur cybersécurité, notamment les PME, les ETI, les collectivités locales, les établissements de santé, partout où on a parfois assez peu de temps, assez peu de ressources, assez peu de moyens. Et donc, on va pouvoir mettre un pied dans la cybersécurité d'une manière assez simple. Et évidemment, comme on est un groupement franco-européen, on a aussi créer ce qu'on appelle un ExaSwitch, c'est-à-dire un système qui va permettre
de regarder ce qu'on utilise pour faire du collaboratif, faire de la bureautique, faire de la messagerie, faire de l'anti-spam, faire tout un tas de choses, et remplacer ça par une solution souveraine qui souvent fait le job, très souvent fait le job. Voilà. Donc ça aussi, c'est des outils qu'on met à disposition du public. Je vous vois hocher de la tête, Patricia Mouy. Finalement, si on doit un peu se résumer avant d'en arriver à vos questions, ce qui marche aujourd'hui, c'est une sorte de souveraineté fonctionnelle visant une souveraineté européenne. Tout à fait. Alors, si on parle d'un modèle européen, on a parlé tout à l'heure des valeurs du modèle européen avec tout ce qui était liberté fondamentale, l'encadrement juridique et le rejet de certains fonctionnements, typiquement la surveillance étatique à la chinoise, pour ne citer que cet exemple. On a les aspects gouvernance partagée multiniveau qui est importante. On a la Commission européenne, on a la NISA et on a l'ANSSI, par exemple, en France, qui vont chapeauter tout ça. Mais il faut aussi impliquer le secteur privé. Mais en parallèle, on a aussi des limitations qui sont liées à la fragmentation dont on a parlé au début, des capacités qui sont différentes selon les États membres. Donc, c'est assez compliqué de construire un modèle global actuellement opérationnel et unifié. Et donc, du coup, on va vers une souveraineté fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va assurer le contrôle effectif sur certaines fonctions qui vont être critiques, sans viser une totale dépendance, une indépendance totale, pardon, à un modèle uniforme. Donc l'idée, c'est de s'assurer de la protection des systèmes vitaux et des données stratégiques. On a parlé de la défense, etc., de ces aspects-là. Et donc de bien choisir aussi ces interdépendances avec une coopération sélective de partenaires fiables. Et donc en définitive, on est un petit peu dans une approche hybride, puisque actuellement, on l'a dit, à court terme, c'est compliqué d'imposer un modèle unifié comparable à ce qu'on peut voir outre-Atlantique, par exemple, mais on peut développer une souveraineté fonctionnelle forte qui va être fondée sur les valeurs de l'Europe, ses capacités technologiques qui sont très avancées sur de nombreux domaines, et avec cette régulation proactive. L'idée, c'est que cette souveraineté fonctionnelle pourrait servir ensuite de socle progressif à l'émergence d'un modèle européen, mais qui commence à émerger, mais c'est une base, effectivement, cette souveraineté fonctionnelle. Alors, merci pour cela. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a... Voilà. Alors, attendez, je vais emmener le micro. Ce sera plus simple. Vous me prêtez votre micro. Hop. Après, vous le passerez. Si vous pouvez juste à chaque fois vous présenter pour qu'on sache qui parle. Alors, qui a levé la main? Ah, voilà. Hop. Vous êtes juste devant moi. Allez-y. Bonjour. Du coup, bonjour. Je suis auto-entrepreneur. J'ai pas une grande expérience. Gardez bien le micro comme si c'était une glace. J'ai pas une grande expérience, mais c'est juste quelques questions. Ça va partir dans un premier temps sur les prix. Du coup, autant que je vais parler en tant que ce qui concerne les enjeux d'un revendeur ou intégrateur, les prix des solutions, soit français, soit européens, aujourd'hui, ils sont élevés par rapport à les autres solutions qu'on retrouve. On peut citer plusieurs exemples. Et du coup, ma question, c'est quoi les solutions? Est-ce que dans un premier temps, faut pas se reposer sur l'open source? Vous voyez, l'open source, ça va bien nous aider. Et je vais revenir sur le thème de la fragmentation. Je reviens sur mon échange avec une société, la Capadata, ici à Sudo. Il m'a dit que les habitants de l'Europe, ils sont plus que les habitants aux États-Unis. Du coup, alors ça fait vraiment une force. Et, alors la vraie question, c'est quoi? C'est par rapport au prix. Est-ce qu'on va travailler sur les prix? Parce que ça, c'est le vrai problème. Vous voulez dire, est-ce qu'on peut avoir des solutions moins chères? C'est ça la question. Exactement. Voilà. Alors, qui s'engage là-dessus? Je vais balancer la saison des soldes. Après, mais Alors, il y avait une question après en haut, si ça vous embête pas de faire passer le micro derrière vous. Moi, je suis... Alors, évidemment, moi, mon prisme, c'est pas celui d'un entrepreneur, c'est celui d'une belle ETI. Donc, aujourd'hui, le prix est rarement très problématique. Je pense que par rapport à ce qu'on s'est dit auparavant, la vraie question doit être, dans votre activité, quels sont les composants, quels sont les services pour lesquels vous avez un vrai besoin d'autonomie stratégique et ceux pour lesquels ça n'est pas nécessaire. Parce qu'après, ce que vous payez, finalement, c'est une prestation.
Parce que cet écart de prix, il va vous donner une tranquillité d'esprit, il va vous permettre de couvrir un risque. Et c'est à ça que ça se ramène. Effectivement, si il n'y avait que les prix qui me drivaient, ben on ne va pas se mentir, j'aurais beaucoup plus de solutions chinoises dans ma stack. Or, ce n'est pas le cas. Alors, attendez, on va essayer de laisser passer les questions pour tout le monde. Oui. Monsieur tout en haut, si vous pouvez vous présenter. Vous aurez le temps d'échanger après. Hein. Tout le monde reste quelques temps. Allez-y. Bonjour, je suis François Masson, je suis le DSI d'une société de conseil juridique. J'ai 2 questions, si je peux me permettre. Si elles ne sont pas trop longues, on y répondra. Alors, la première concerne les RGPD. En tant que citoyen européen, je suis très content que ça existe. En tant que DSI, beaucoup moins, parce que c'est un coût, c'est un investissement, et c'est un coût et un investissement que je ne mets pas dans des solutions de cybersécurité. Moi, je n'ai pas une enveloppe budgétaire illimitée, donc soit je mets dans les RGPD, soit je mets dans mes solutions de défense. Et il y a plein de pays où c'est un peu le Far West vis-à-vis des données personnelles, et je me dis, comment est-ce qu'on peut être au même niveau de compétitivité que des sociétés hors Europe en contraignant nos entreprises à respecter de telles normes? Première question. Deuxième question, il est aujourd'hui plus facile d'attaquer que de se protéger. Donc, est-ce que la question au niveau européen, ce ne serait pas temps de construire un modèle de cyberdéfense, mais bien plutôt un modèle de cyberattaque, voire de contre-attaque, de cyber-contre-attaque? Je vous remercie. Alors, là, peut-être je sur la pense que, première et en puis tous les cas, peut-être vous sur la deuxième ou vous, celui qui se sentira le plus à En tous les l'aise. cas, sur la première, bon, je suis Ou assez d'accord Patricia, avec vous. faites-nous signe. Je suis assez On vous d'accord. voit à distance, Patricia. Vous pouvez nous faire signe si vous voulez répondre. Ouais. Ok. Non, je pense que sur la première, je vous rejoins. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai aussi un problème avec les normes. C'est du temps, c'est de la ressource, c'est de l'argent. Et je pense que, sans rentrer dans un grand débat sur les réglementations et les normes qui existent depuis Louis XIV en France et qu'on perpétue, il faudrait un grand choc de simplification. Tout le monde le dit, tous les entrepreneurs le disent, les banquiers le disent, tout le monde le dit. On le sait. Voilà. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus. En revanche, on a un exemple concret face à nous en ce moment. C'est Nice 2. Je commence à entendre une petite musique qui dit « On se réjouit que Nice 2 soit étendu aux acteurs, notamment de la cyber et du service aux entreprises informatiques. » Super. Moi, je suis d'accord. Hein. De toute façon, chez Exatrust, on est sur Nice 2 depuis plus d'1 an. On travaille avec l'ANSSI pour être compatible Nice 2 par design, etc., etc. Donc, aucun problème. Mais c'est là où effectivement, je me mets dans votre question. C'est-à-dire que nous, on va nous demander d'être par design Nice 2, et après, on se demande, on se dit, non, mais la loi Nice 2, elle n'est pas faite pour plus de souveraineté, etc. Donc, en fait, on nous demande d'être plus vertueux vis-à-vis de Nice 2 quand on est acteur français dans la cyber et le numérique que tous les acteurs qui ne sont pas français. Mais par contre, on ne veut pas nous mettre de contrepartie à l'intérieur de la loi et dire, consommez des solutions françaises ou européennes quand vous le pouvez. Et ça, je suis d'accord avec vous, c'est quand même un problème de vision stratégique et un problème de vision économique, voilà, de modèle économique. Donc, je crois qu'effectivement, ce que vous dites est assez vrai. Maintenant, le propre de l'entrepreneur français, c'est lorsque les entrepreneurs américains ou israéliens courent un 100 mètres plat, nous, on court un 100 mètres, mais on rajoute une dizaine de haies. Voilà, c'est comme ça. Sinon, on n'entreprend pas en France. Donc, on a envie d'entreprendre en France, on vit avec ça, et on se mobilise pour que ça change. Mais pour autant, on est champion du monde du 10 000, je ne sais plus ce qu'on a fait, là, 10 km. France. Oui, alors je n'ai pas prétention d'être un expert sur ces questions géopolitiques. On est vraiment dans des sujets très très pointus sur les questions de cyberattaque étatique et de mutualisation. Moi, j'ai quand même quelques réflexions. La première d'entre elles, c'est qu'en matière de cyber, l'offense n'amène pas la paix. Elle amène juste la prolifération et la dangerosité pour tout le monde. Donc moi, en tant que citoyen, comme vous l'avez dit, c'est pas quelque chose avec lequel je serais à l'aise. Moi, la perspective que mon pays attaque des infrastructures civiles, ça me plairait pas. On sait que certains pays n'ont pas ce genre de prévention. La deuxième difficulté, c'est que, il faut comprendre que quand on parle de capacité offensive, des gens n'en parlent pas entre gens polis.
Moi, j'ai dû organiser les Jeux donc, durant les 5 dernières années, et la première question que j'ai posée aux fonctionnaires du ministère de la Défense que j'ai rencontrés, c'est qu'est-ce qu'on met en place en matière de cyber-représailles. Je leur ai couru après pendant 3 ou 4 ans, durant lesquels on m'a dit non mais la France ne fait pas de cybersécurité offensive. Alors on sait très bien que ce n'est pas vrai, mais quand elle en fait, elle ne nous en parle pas. Alors imaginez qu'à l'échelle européenne, on soit capable de se synchroniser sur une doctrine, ça me paraît très On a eu le temps prématuré. d'avoir un paquet d'attaques avant de pouvoir répondre. Il semblerait que pour le coup, la cyberattaque soit un authentique sujet de souveraineté numérique et qu'il soit bien pris au bon niveau par notre pouvoir politique. On va prendre la question de madame, ce sera peut-être la dernière, sauf si quelqu'un veut vraiment s'exprimer après, mais allez-y. Merci. Bonjour, je suis Mira Braganti. Je travaille à l'INRIA, l'Institut national en recherche et technologie du numérique. J'ai le plaisir de travailler notamment avec le CEA. Merci Patricia pour votre intervention. J'ai aussi le plaisir de travailler sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité et le quantique. 3 données que vous avez exprimées comme étant une véritable transition dans nos organisations. Aujourd'hui, il existe des campus cyber qui se mettent en place dans toute la France. Pourriez-vous me dire comment ils contribuent aujourd'hui à développer notre cyber-résilience ? Je vous en remercie. Alain, c'est à vous qu'on passe. Patricia, vous voulez y aller ? Non, Alain, allez-y. Je compléterai si besoin. Je pense qu'il y aura besoin. Moi, j'ai participé effectivement à la création du campus à la Défense. C'est vrai qu'au début, on s'est dit, beau projet. Faut pas oublier que la commande de départ du campus parisien, c'était un voyage de M. Macron en Israël et un petit détour par Beersheva. Et quand il est rentré en France, il a dit, en gros, je veux le même à la maison. Bon, alors il y a plein de critères qu'on n'a pas en France. En particulier, nous sommes encore un pays en paix. Ça a été décrit tout à l'heure quand on a parlé effectivement des solutions israéliennes. Je pense qu'effectivement, ce campus parisien et donc tous les campus de région, moi je vois plein d'utilités, mais au moins une. Et j'en ai beaucoup parlé avec Geoffrey Célestin-Urbain, le nouveau patron du campus parisien, c'est de dire qu'il faut absolument que ce campus incarne l'innovation cyber, alors à la française ou du moins pour la région parisienne. À Lille, ils le font très bien, à Rennes, ils le font très bien, à Bordeaux, ils sont en train de le faire. Et je pense qu'effectivement, il y a une richesse. Alors on ne peut pas... la France est un pays... très centralisé, mais pour une fois qu'on fait des choses intéressantes en région, je pense qu'il faut en effet, alors on a peut-être une impression de dispersion, mais il faut en effet que ces campus incarnent véritablement l'innovation en matière cyber, et on le voit, ça bouillonne de partout et c'est plutôt une bonne nouvelle. On fait plein de choses super quand même en région. Regardez, on fait le SIDO à Lyon. Patricia, vous vouliez peut-être compléter ? Oui, alors moi je passe, je pense, beaucoup de mon temps au campus cyber de la Défense étant parisienne. Et effectivement, c'est un gros vecteur de collaboration, que ce soit entre académiques, industriels, etc. Donc il y a aussi des financements propres au campus cyber, hein, que ce soit des projets de recherche, des projets de transfert industriel pour des maturations. On a parlé des outils open source, donc nous on fait beaucoup d'outils open source dans mon laboratoire et au CEA de LIST de façon générale. Et du coup, il y a aussi des financements pour des formations autour de ces solutions open source, parce que la solution open source, on ne la prend pas juste comme ça sur étagère, on l'utilise, il faut quand même apprendre à l'utiliser en général, surtout quand c'est des outils à haut niveau de garantie, c'est des outils un petit peu complexes à utiliser. Et donc, il y a des formations qui sont financées au campus cyber et qui sont là aussi pour sensibiliser. On a parlé aussi de sensibilisation. Il y a ces aspects aussi de sensibilisation qui sont abordés dans le campus cyber et qui sont vraiment centrales et cruciales en cybersécurité. Parce qu'on dit il faut pas, mais il faut aussi expliquer pourquoi il ne faut pas faire ça, pourquoi il faut aller vers tel outil, qu'est-ce qui est important. Et c'est aussi un des lieux, un des véhicules qui permet de faire ça, d'enseigner, de sensibiliser et de donner accès à des outils open source ou autres et de travailler avec des industriels et d'autres académiques. Jean-Noël, d'un mot peut-être vraiment... Oui, non. Pardon, Moi, je pour voulais conclure. juste finir en disant une chose très très simple, puisque c'est ce que je disais à l'université d'été de la cyber et du cloud la semaine dernière, et je ne peux pas venir ici sans vous le dire. À chaque fois, en fait,
Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut, pour résumer, un renouveau numérique. C'est ce que j'appelle un renouveau numérique. Donc le renouveau numérique, c'est hyper simple. On a besoin de vous à chaque fois que vous allez choisir une solution. Regardez toujours si vous pouvez prendre autre chose qu'une solution extra-européenne. Je pense que ça commence par là. Ça ne veut pas dire tout remplacer et mettre les Américains dehors ou les Chinois dehors. Ça veut dire quand je peux faire différemment et quand je peux utiliser une solution locale, eh ben je le fais. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à vous 4 d'avoir participé à cette table ronde et bonne fin de SIDO. Merci à vous.